Comme toujours, c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission, le débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Les femmes et les jeunes ont toujours su jouer un rôle important dans les résolutions des conflits ou encore de leur prévention. C'est ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de renforcer en tout cas cette place avec l'adoption des résolutions 1325 en 2000 et de 2250 en 2015. De grandes résolutions qui ont contribué sur le continent africain à faire bouger les lignes sur le rôle et la place des jeunes et des femmes dans la stabilité, la prévention des conflits et même leur résolution. 25 ans après la 1325 et 10 ans après la 2250, où en sont les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité? Quelle est aujourd'hui la contribution des jeunes africains à la promotion de la paix et de la sécurité? Le développement en première partie du débrief. En seconde partie, il sera question de parler de journalisme responsable face au conflit. Sur le continent africain, certains médias ont dans le passé contribué à déclencher des conflits ou encore à les exacerber. Aujourd'hui, la profession fait face à de nouveaux défis tels que la perte du monopole de l'information, la prolifération de la désinformation ou encore d'outils tels que l'intelligence artificielle. Autant de défis et de réalités qui requièrent de la part des professionnels des médias une certaine responsabilité et des capacités renforcées sur les questions de défense, paix et sécurité. Une façon de promouvoir un journalisme responsable face au conflit. Quel rôle de ces médias africains en période de conflit? Comment veiller à promouvoir davantage un journalisme responsable, vecteur de paix et de sécurité sur le continent? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Latir Tine, vous êtes docteur en sciences politiques, également chercheur en paix et sécurité. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et en face de vous, un confrère, M. Ibrahima Kamara, journaliste spécialisé en relations internationales. Merci également, Kamara, d'être là avec nous. C'est moi qui vous remercie, Daouda. Et je reviens à vous, Latir. 25 ans après l'adoption de la 1325 par les Nations Unies, la résolution relative à femmes, paix et sécurité, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de l'agenda femmes, paix et sécurité sur le continent, surtout dans la région ouest africaine? Merci, Daouda, pour la question. Il est malheureux de constater aujourd'hui, 25 ans après la 1325, on célébrait ça il y a un mois. 2 mois plus tôt, c'était au mois d'octobre. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'avancées quand même. On ne peut pas le nier, mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire. La preuve est que quand vous regardez ce qu'on appelle les résolutions annexes à la résolution 1325, ça veut dire qu'on a voté la résolution à l'unanimité. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est la mise en œuvre. Il y a combien de plans d'action nationaux qui ont été élaborés depuis la 1325 dans le monde? Ça, c'est à voir. La deuxième chose, c'est que quel est l'état d'avancement de ces plans d'action nationaux? Dans la région ouest africaine, environ 12 plans d'action nationaux, pour toute l'Afrique, 34 environ. C'est très minime par rapport maintenant aux 54 pays africains. Et pour dire qu'il y a des choses qui restent à faire. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que jusqu'à présent, la participation des femmes dans les processus de paix, ça stagne. La participation des jeunes, pour parler du 22-50, ça stagne. Maintenant, il va falloir que les États prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, tous les États ont signé et ratifié. À l'unanimité, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans l'implémentation, le problème se pose. Aujourd'hui, il est malheureux de constater que, regardez la participation des femmes dans les processus de paix en Afrique. C'est minime. Et aujourd'hui, il est clair que les preuves l'ont montré, que les femmes ont contribué. À un certain moment, quand on regarde le conflit qui s'est passé en Sierra Leone et au Libéria, les femmes ont beaucoup contribué à résoudre ces guerres civiles. Mais aujourd'hui, il est malheureux de voir que les femmes sont toujours mises à côté quand ces résolutions sont discutées. Autre chose, c'est que parfois, l'idée de participation, c'est bien d'avoir la participation. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a des femmes pour avoir des femmes. On a des jeunes pour avoir des jeunes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une participation qualitative. La quantité, c'est bien d'avoir dans un groupe de résolution, d'avoir au moins 50% de femmes, c'est vrai. Mais 50% de femmes qui n'ont pas de valeur ajoutée, c'est ce qui se dit. C'est même d'ailleurs ce que dénoncent beaucoup de femmes concernant la loi sur la parité. Exactement. Donc il y a des... Moi, je n'ai rien contre la parité. Mais moi, je préfère avoir
une participation plus qualitative que quantitative. Je préfère avoir 5% de femmes qui ont une valeur ajoutée sur les décisions qui sont prises, plutôt que d'avoir 50% de femmes qui sont là que pour être là. Donc ça, c'est pour le décor, et ça aussi, c'est un constat qu'on fait et qu'on déplore malheureusement. Maintenant, pour ce qui est de la résolution, je reviens sur ça. Aujourd'hui, il y a peu de plans d'action, et même dans la mise en œuvre de ces plans d'action-là, un problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de plan d'action. Le financement de ces plans d'action. Exactement. Et on y reviendra tout à l'heure sur ces plans d'action. J'aimerais qu'on reste avec ces avancées dont vous avez parlé. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a des avancées en tout cas. Il y a au moins une douzaine de pays qui ont adopté des plans d'action nationaux, 34 sur le continent. Donc quelques avancées en tout cas, si on peut le dire ainsi. Mais quels sont les défis aujourd'hui qui persistent jusqu'à présent, 25 ans après la 1325? Les défis, bon, peut-être on va parler de ça plus tard, c'est le financement. Ça, c'est un problème qui se pose. Le deuxième problème qui se pose, c'est que les femmes ne sont pas exploitées au bon sens du terme. Ça veut dire que leur potentiel n'est pas assez exploité donc, par les dirigeants africains. Ça aussi, le problème qui se pose. Parfois, vous constatez que dans ces groupes-là de résolution, dans ces missions, il y a peu de femmes qui sont. Ou bien, même s'il y a des femmes, ces femmes ne sont pas au devant de la scène. Ils sont là, mais on ne les voit même pas. C'est toujours des hommes. Regardez les négociations qu'il y a eu aussi en Afrique. Dans tous ces pays-là, effectivement, vous n'entendez que des hommes. Quelle est la femme qui a dirigé une médiation en Afrique de l'Ouest? Non, il n'y en a pas. C'est comme si les femmes n'étaient pas capables de porter ces résolutions et de les gérer. Pour ça, elles n'en sont pas capables. Mais pourquoi on les met pas de la scène? Au lieu de cela, on choisit des hommes. Parce qu'ils pensent que les hommes ont une posture qui permet aux homologues de pouvoir les écouter. Par exemple, un homme qui parle à un homme, exemple, si tu prends aussi Goodluck Jonathan, peut-être il serait plus approprié de l'avoir devant Goïta plutôt que d'avoir une femme devant Goïta. Peut-être cette vision un peu réductrice de la femme peut porter préjudice aussi au fait que les femmes sont mises devant la scène dans ces résolutions-là. Et ça contribue à anéantir maintenant l'effet que les femmes puissent avoir. Et vous l'avez rappelé, d'autant plus que ces femmes ont toujours su jouer des rôles prépondérants. Vous avez donné d'ailleurs l'exemple du Libéria et de la Sierra Leone, où comment en tout cas les femmes ont contribué au retour de la paix, à mettre fin à des guerres civiles que ces pays-là ont traversé durant une certaine période de leur histoire. Et Ibrahima, quelle lecture est-ce que vous faites de la contribution de ces femmes à la résolution des conflits sur le continent et même dans le cadre de la prévention de certaines tensions? Je pense que mon ami Latir m'a marché sur la langue, car les potentialités des femmes en Afrique sont loin d'être exploitées pour mener à bout ces différentes missions de paix et de sécurité. Puisque quand on parle de conflit dans une zone, nous retenons que les femmes sont les premières à subir les conséquences désastreuses de ces conflits. Elles sont appelées à être veuves, elles sont appelées à souffrir, à élever elles seules leurs enfants, à faire face aux différentes conséquences. Et même à être actrices de ces justement, sous toutes les formes. Dans ce sens, Latir l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a des clichés qui devraient être quand même levés pour permettre à nos différents dirigeants de comprendre que les femmes sont indispensables dans ces processus de paix. Et ces clichés, souvent, on se rend compte qu'elles sont d'ordre culturel aussi, d'une zone géographique à l'autre. Et dans certaines zones géographiques, il est important que ces dirigeants comprennent que l'heure est à un autre monde. Nous ne pouvons pas nous recroqueviller dans une bulle pour mettre les femmes de côté et vouloir aboutir à des processus de paix durables. Ce n'est pas du tout possible. Et on le disait les femmes ont toujours fait leur preuve, en tout cas dans les résolutions. Impérativement. Et le tout militaire ne règle pas les conflits, malheureusement. Souvent, on a l'impression que, surtout dans la zone sahélo-sahélienne, on se rend compte qu'il y a le tout militaire qui est tellement mis en avant qu'on oublie complètement les processus de paix et de sécurité, alors que c'est le seul gage capable de fournir des garanties durables afin que ces pays-là, nos pays, que ce soit la région ouest-africaine ou même le continent africain, puissent avoir des garanties de paix et de sécurité dans le long terme. Surtout qu'à côté de ce tout militaire, il peut y avoir également ces mécanismes endogènes qui existaient déjà sur le continent, des résolutions des conflits ou bien même des projets et autres plans de développement, puisque, comme on le dit souvent, on ne peut pas parler de développement également sans sécurité au préalable. Et les agendas femmes, paix et sécurité et jeunes paix et sécurité également
en Afrique vise à promouvoir une certaine paix inclusive et durable en garantissant la participation active de ces femmes et des jeunes dans tous les domaines en tout cas de la sécurité et de la paix. Selon vous, quel impact peut avoir aujourd'hui cette inclusion des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité? Le fait d'inclure aujourd'hui et de donner leur place à ces femmes et ces jeunes, quel impact est-ce que cela peut avoir dans la promotion de la paix et de la sécurité? Bien sûr, puisqu'ils sont les différents concernés par la paix et la sécurité. Mais ce qu'on doit retenir d'abord, c'est que la paix ne doit pas être un vain mot. Il faut quand même qu'il y ait du contenu. Le contenu, c'est parmi les défis que la TIR a soulevé tout à l'heure, dont le financement de ces programmes, afin que quand même qu'on puisse aboutir à des baromètres satisfaisants pour que ces femmes et ces jeunes-là puissent savoir et comprendre qu'ils sont réellement impliqués. Mais si les femmes sont laissées de côté et si nous avons un ego par rapport aux femmes, nous les hommes, et qu'on n'arrive pas à comprendre l'intérêt et l'importance de ces jeunes et ces femmes-là, on passe complètement à côté. Mais vous n'y trouverez que des jeunes qui aujourd'hui devraient être à la fac pour étudier, ou alors devraient être dans d'autres sphères de développement, en train de penser au développement économique, aux nouvelles paradigmes tels que les nouvelles technologies, entre autres. Mais aujourd'hui, ces outils sont remplacés par des armes qu'on leur donne pour qu'ils aillent combattre pour des causes qu'ils ne connaissent même pas. Donc vous comprenez tout de suite qu'il y a quand même un vide et que la nature a horreur du vide et que ces jeunes et ces femmes ont besoin d'être occupés. Et parmi cette occupation, ces programmes, dont les résolutions dont vous venez de citer, pouvaient permettre à ces jeunes et ces femmes-là de s'approprier de ces programmes de paix et de sécurité afin que le continent ou alors les pays qui sont dans ces situations-là puissent sortir. Et l'exemple du terrorisme d'ailleurs que vous avez abordé en tout cas en appel à autre chose également, c'est même la contribution de ces jeunes-là et de ces femmes, surtout dans la prévention de l'extrémisme violent, puisque ces jeunes engagés dans ces groupes armés sont souvent également des jeunes endoctrinés. Il a abordé tout à l'heure l'Atiria, Ibrahima qui a abordé la question des finances. Vous aviez d'ailleurs commencé à développer tout à l'heure là-dessus. Certains pays, en tout cas peu par rapport au nombre total, ont aujourd'hui ou disposent de plans d'action nationaux relatifs à cette résolution 1325. Ceux qui en ont déjà également, il n'y a pas carrément un financement dédié à ces plans nationaux-là. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces manquements ou bien ces retards, si l'on sait que la résolution 1325, en tout cas, fait partie des rares résolutions des Nations Unies qui ont été adoptées à l'unanimité? Avant d'en venir aux finances, je vais juste compléter par rapport à ce qu'il a dit. C'est, au fait, aujourd'hui, on est... la donne qui a changé. Dans les guerres classiques, c'était des guerres entre deux États, interétatiques, où deux armées se confrontaient, s'affrontaient plutôt, exactement, deux branches d'armées s'affrontaient, où on avait 80% de victimes qui étaient des militaires, et peut-être 10% ou 20% de victimes collatéraux qui étaient des civils, où les conventions de Genève étaient respectées, ce qu'on appelle la loi de la guerre. Ça, c'était dans les conflits classiques. Aujourd'hui, on fait face à des conflits modernes de type asymétrique, où l'ennemi est invisible, l'ennemi est inconnu. Même la cause qui est défendue par l'ennemi n'est pas connue aujourd'hui. Il parle d'implantation de l'État islamique, mais la cause est autre, je pense. Tout à fait. Maintenant, dans ce cas de figure, les cibles ne sont plus les militaires. Aujourd'hui, les cibles, c'est les hommes, c'est les civils, c'est les femmes, c'est les enfants. La plus grande partie des victimes donc des terroristes, c'est des femmes et des enfants, c'est des civils de manière générale. Et aujourd'hui, ça veut dire que c'est des gens qui sont vulnérables, sans protection et faciles donc, à être touchés. Et maintenant, si on est dans ce contexte aujourd'hui, où 80% des victimes de ces conflits-là, c'est des femmes et des enfants, c'est des civils, principalement des femmes et des enfants, et peut-être 10% des militaires. La donne de la sécurité change complètement. Aujourd'hui, on parle de sécurité humaine, parce que la sécurité n'est plus axée sur les États, sur les militaires, elle est axée sur les êtres humains. Parce que les êtres humains sont au cœur même donc, de l'insécurité aujourd'hui. Donc dans ce cas de figure... Les paradigmes sécuritaires changent ici. Change ici. Il a dit tout à l'heure, on ne peut pas juste toujours promouvoir le tout militaire. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Sahel pendant ces 15 dernières années a montré que le tout militaire, ça ne marche pas. Combien d'armées on a eu implantées au Sahel pendant ces années-là? Et paradoxalement, on a maintenant beaucoup plus de victimes, beaucoup plus de groupes terroristes qui sont implantés aussi au Sahel. Ça veut dire que ce n'est pas le militaire qui change. Il y a une autre donne qu'il faut prendre en compte, c'est le développement. Et le développement tient en compte aussi ces aspects-là qui sont liés aussi à la participation de la femme et aux jeunes. Aujourd'hui, quand tu regardes
pour dire combien elles sont victimisées. Même les programmes DDR ne prennent pas en compte les femmes parce qu'on dit que ce n'est pas des combattants. Donc si on doit réinsérer les combattants, aider les gens, on dit que non, les femmes sont exclues. Alors que les femmes, elles jouent le rôle des hommes et leur propre rôle en tant que femmes durant les conflits, parce que les hommes ne sont pas là. Vous voyez, donc ça veut dire que ce double rôle ou triple rôle que les femmes sont en train de jouer nécessite au moins qu'elles soient impliquées dans les processus de paix. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, si on en vient aux finances dont tu as parlé tout à l'heure, je pense que le financement des plans d'action nationaux. C'est là où le financement, c'est le parent pauvre de ces plans d'action nationaux, en Afrique en tout cas. Aujourd'hui, les États ne prennent pas leurs responsabilités pour financer les plans d'action nationaux, notamment Femmes, Paix, Sécurité, Jeunes, Paix et Sécurité. Pourquoi? Parce que dans certains pays comme le Sénégal, ils disent que peut-être ce n'est pas une priorité. C'est plus qu'une priorité au Sénégal. Tout à fait. Ils disent qu'on n'est pas dans un contexte de guerre, on n'est pas dans un contexte d'insécurité comme au Sahel. Donc, ils prennent les agendas Femmes, Paix, Sécurité comme étant pas une priorité. Alors que ça, c'est une priorité parce que ils travaillent dans la prévention. Tout à fait. Ce qui s'est passé au Sahel, c'est que peut-être dans les années 2000, c'était là-bas au nord, on disait que non, ça c'était l'histoire c'est le Moyen-Orient, c'est les Arabes, ça c'est pas nous. Jusqu'à ce que ça vienne aux portes de la... D'autant plus que des pays comme le Sénégal sont frontaliers également à des pays qui font face à cette raison de plus pour travailler dans la prévention, raison de plus pour impliquer, parce que qui sont les victimes, c'est les femmes, qui sont les auteurs pour la plupart du temps, il l'a dit, c'est les jeunes. Donc si vous ne travaillez pas sur ces deux piliers-là, à savoir femmes et jeunes, il y a un problème qui se pose. Maintenant, il va falloir que les États mettent la paix dans la poche parce qu'un plan d'action national doit être porté par l'État. D'abord l'État. Mais est-ce qu'un pays comme le Sénégal que vous avez cité en exemple ne commence pas à comprendre cela, Latir? Il y a eu dernièrement également la rencontre des Ziguinchor à laquelle même vous avez participé, initiée par la ministre sénégalaise de la Jeunesse, où en tout cas il a été question de réfléchir sur ce plan d'action national-là et il en a même découlé la déclaration dite de Ziguinchor. Est-ce que donc ces autorités sénégalaises de plus en plus ne sont pas conscientes également de cette nécessité d'adopter le plan d'action national et de mettre en place des mécanismes de financement de ce plan d'action? En fait, c'est vrai. Malheureusement, ça n'a pas été initié par le ministère de la Jeunesse. Malheureusement, le programme des Nations Unies pour le développement. Je ne veux pas faire de publicité, mais il y a une ONG internationale qui a initié ça. Qui a financé. Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller sans le ministère. Ils ont impliqué le ministère, mais le ministère ne prend pas les rênes. Ne prend pas les rênes, malheureusement. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse est aujourd'hui un acteur incontournable de la mise en place de la gestion 1325. D'autant plus que le lead devrait être porté. Mais aujourd'hui, on ne voit pas, moi je suis dans la task force donc, de cette résolution 2250 des jeunes, mais on ne voit pas la pleine contribution du ministère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une organisation internationale prend le lead, mais pratiquement 80% donc, de ses moyens, il y a un problème qui se pose. C'est vrai que les partenaires doivent impliquer. UNFPA doit être là, UNEP doit être là, peut-être d'autres organisations qui sont intéressées par la question de jeunesse, paix et sécurité, femmes, paix et sécurité doivent être là. C'est important. Mais ça doit être porté par l'État, à travers le ministère de la Femme et le ministère de la Jeunesse. Et maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est eux qui financent. Ça veut dire que l'État ne met pas la main dans la poche pour financer ces résolutions-là. Et le problème qui se pose, c'est que parfois on est au troisième plan Femmes, Paix et Sécurité, on n'a même pas encore un agenda jeunesse, paix et sécurité au Sénégal. C'est en cours d'élaboration, on y travaille, il y a des... Et même pas une évaluation aussi des plans d'action. Il n'y a pas une évaluation, il n'y a même pas de suivi, c'est ça le problème. Ça veut dire que si vous avez le premier plan d'action, il faut que ça réussisse. On fait une évaluation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Le deuxième plan doit prendre en compte ce qui n'a pas marché. D'autant plus qu'il est nécessaire de corriger les manquements. Exactement. Mais il n'y a pas cette évaluation-là qui permet de dire voici ce qui a marché, voici ce qui n'a pas marché. Et lors du deuxième plan, voici ce qu'on va faire pour corriger maintenant les manquements. Malheureusement, il n'y a pas ça. Tout à l'heure, vous avez parlé peut-être de 34 pays. Mais pour la jeunesse, l'agenda jeunesse, il n'y a que 5 pays africains qui ont un agenda. Les 34, c'était plus de la 1325. Effectivement. Pour le 22-50, il n'y a que 5 pays africains, dont la Gambie qui est à côté. Jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas son plan d'action. Donc ça, c'est des problèmes qui sont là, qui se posent, auxquels maintenant on doit faire face. D'abord, la volonté politique, elle est là. On n'en dit qu'on ne vient pas, mais au-delà de ça, il faut savoir mettre la main dans la poche. Et parce qu'un plan d'action doit être financé. Tu ne peux pas dire au bailleur, venez, j'ai un problème, donnez-moi 100%. Non, il faut dire que j'ai 50%. Si vous pouvez contribuer, vous contribuez. Et là, ce qui est important, c'est qu'au moins tu pourras être le lead. Parce qu'on sait que qui paye commande. Et quand le bailleur paye, il peut commander. Et le bailleur a son agenda qui n'est pas forcément l'agenda du ministère de la Jeunesse. Donc tout ça doit... En tout cas, comme vous l'avez rappelé, d'avoir cette volonté politique-là pour porter le lead et financer en tout cas en grande partie nos propres plans d'action nationaux. Et Ibrahima, en permettant aux femmes de participer activement également à ces négociations et autres processus décisionnels, comme l'a rappelé Latir, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité renforce ainsi la stabilité des sociétés et contribue également à une certaine réconciliation
développement durable, tout en soutenant aussi la protection des droits humains. Selon vous, comment cet agenda aujourd'hui, FPS, contribue-t-il aussi à favoriser cette paix inclusive et durable? Alors, je crois que Latir en a parlé longuement tout à l'heure, parce qu'il est impératif quand même que nos États comprennent que personne d'autre ne viendra faire le travail à leur place. Ça, il faut qu'on le comprenne. Personne d'autre ne viendra assurer la sécurité de nos pays à notre place. Personne. Ceci étant, il est important qu'on comprenne aujourd'hui que pour que ces programmes réussissent, pour que ces programmes puissent aboutir, il faut que nos États prennent leurs responsabilités par rapport au financement, mais par rapport aussi à l'aboutissement de ces plans d'action. Les femmes et les jeunes devront impérativement être impliqués, mais l'approche aussi doit être, à mon humble avis, inclusive, mais aussi l'approche doit être une approche qui est propre à nos réalités socioculturelles. Il l'a dit tout à l'heure, les ONG qui viendront avec leurs propres agendas, certes, ils viendront pour nous aider, mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, si l'approche n'est pas endogène, si elle est exogène, il y aura toujours des failles, il y aura toujours des manquements importants qui empêcheront à ces programmes d'aller jusqu'au bout. Et on l'a vu par ailleurs, puisque dès l'arrivée du nouveau gouvernement américain, il y a beaucoup de financements qui ont été complètement coupés. Donc, on se rend compte avec le démantèlement de l'USAID. Justement. Donc, même si d'autres organisations non gouvernementales viennent nous aider, attendons-nous à ce que dans l'avenir, des cas similaires se produisent par rapport à des programmes si importants. Et ces jeunes et ces femmes, en dehors des zones de conflit, même ceux qui sont dans des pays, entre guillemets, qui pour l'instant ne sont pas encore... Est-ce que cela n'en appelle pas à autre chose, Ibrahima, à savoir la nécessité aujourd'hui de repenser nos modèles de financement et même de penser à financer la paix et la sécurité au sein même au sein de nos budgets nationaux pour ne plus en faire qu'une affaire aujourd'hui des forces armées? Bien sûr, parce que je le disais tantôt, le tout militaire ne règle pas le problème. Et comme on le dit souvent, qui veut la paix prépare la guerre. Nous ne devons pas attendre que le conflit arrive à un stade pour impliquer ou alors pour mettre en place des programmes afin de trouver des solutions pérennes. Non. On doit au contraire anticiper sur ces difficultés-là, sur ces conflits-là, dont souvent on va profiler à l'horizon. Il y a quelques décennies en arrière, beaucoup d'autres observateurs voyaient venir ces situations-là. Il y en a qui ont tiré la sonnette. Malheureusement, les actions n'ont pas suivi et on en est encore là. Et ça va de mal en pis. Et aujourd'hui, les pays qui sont entourés par cette ceinture de feu, comme on aime le dire souvent, ne semblent pas prendre le problème au sérieux. Tels que le Sénégal ou d'autres pays, on semble dormir dans nos lauriers. Et pour nous, pour nos États en tout cas, le fait d'envoyer l'armée aux frontières, ça règle... Non, ce n'est pas une guerre conventionnelle comme il l'a dit. Donc il faut prendre le problème à bras le corps, mais aussi essayer de voir quelles sont les possibilités de collaboration, pas sur le plan militaire. On voit que des conventions militaires entre nos pays. Mais non, il peut y avoir d'autres coopérations bilatérales qui permettent aux uns et aux autres de trouver ensemble des solutions durables. Le Sénégal peut peut-être permettre au Mali ou au Niger ou au Burkina Faso de trouver un terrain d'entente pour remédier à ce phénomène d'insécurité qu'ils vivent depuis combien de décennies. Et même au-delà d'une coopération inter-État, il peut même y avoir aujourd'hui des collaborations entre organisations de la société civile de ces différents pays-là, surtout dans le cadre de partage de bonnes pratiques. Et je pense que tout à fait. Et je pense que des organisations comme celle de Latir, le Gorée Institute, travaillent beaucoup aussi dans ce sens. Et je reste avec vous, Latir. Il y a la Namibie qui a accueilli en octobre 2025 les célébrations du 25e anniversaire de cette résolution 1325 des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité. Une occasion qui a permis en tout cas de faire le bilan, mais surtout aujourd'hui de fixer un nouveau cap. Latir, j'ai envie de vous demander, 25 ans après et maintenant, comment redéfinir aujourd'hui l'agenda femmes, paix et sécurité? Je pense que, on l'a dit tantôt, on a dit qu'il n'y a pas un bon suivi, évaluation donc, des plans d'action nationaux un peu en Afrique. Je pense qu'il faut aller au-delà même de la mise en œuvre, essayer de voir, on s'arrête maintenant. Ça veut dire que 25 ans après, il faut qu'on fasse une pause. Maintenant, en 25 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Ça veut dire que quand on a eu la résolution, il y avait des objectifs qui ont été fixés.
C'est peut-être sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Maintenant, on est 25 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les objectifs qui ont été atteints? Qu'est-ce qui n'a pas été atteint? Pourquoi ça n'a pas été atteint? Il faut diagnostiquer le problème. C'est ça aussi qu'on n'a pas fait. Je pense que si on fait un bon diagnostic de ce problème-là, on essaiera maintenant de voir où le bas blesse. Et je suis sûr que le problème de financement est crucial. Tout à fait. Parce que nos États sont pauvres. Nos États, parfois, comme tu l'as dit, je pense que la sécurité n'a pas un prix, mais ça a un coût. Tout à fait. Et il faut mettre aussi le coût qu'il faut pour avoir une bonne sécurité. Aujourd'hui, les plans d'action nous permettent de travailler sur une prévention. Vous savez, la prévention, ça coûte beaucoup moins cher que la résolution. Mais les gens sont plus enclins à financer dans la résolution, dans la gestion des conflits que dans la prévention des conflits. Aujourd'hui, je pense que la rencontre de Namibie, c'était bien, le Gorée Sud a été représenté. Donc on a fait un bilan, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des perspectives. Maintenant, il faut aller au-delà de ça. C'est vraiment d'avoir des perspectives. Mais il faut dire qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Mais essayer maintenant de faire ce diagnostic-là et maintenant essayer d'avancer. Et pourquoi les pays qui n'ont rien fait jusqu'à présent, pourquoi rien n'a été fait? Il y a au moins une vingtaine de pays qui n'ont pas encore sa résolution, qui n'ont pas son plan d'action. Même les pays qui ont des plans d'action, qu'est-ce qui a été fait? Par exemple, avoir un plan d'action sur 5 ans, c'est bon. Dans 5 ans, rien n'a été fait, tu dis ok, on va avoir un deuxième plan d'action. Alors que le premier plan d'action n'a même pas atteint ses objectifs. Donc ça veut dire qu'il faut adhérer au-delà de vouloir faire pour faire. D'où l'intérêt surtout de travailler, au-delà des financements, de travailler aussi à cette nécessité de suivi, évaluation. J'aimerais juste interpeller Camara sur un dernier point avant que l'on termine. Comment davantage renforcer aujourd'hui ce rôle et cette place des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité? Alors, les jeunes qui sont souvent au devant de la scène quand il s'agit de confrontation armée, ces jeunes, Daouda, ces pauvres jeunes, je dirais d'ailleurs, qui payent les pots cassés, ces pauvres jeunes qui ont tout leur avenir devant eux, mais il suffit de leur offrir un avenir radieux. Il suffit qu'ils aient des propositions décentes pour qu'ils s'agrippent là-dessus. Il n'y a aucun jeune qui ne rêve pas d'avoir un bon avenir, un meilleur avenir. Mais si on a des jeunes qui n'ont pas d'espoir, des jeunes qui ne voient pas leur avenir prometteur, des jeunes qui sont désespérés, c'est facile. Comme j'ai l'habitude de le dire, la nature a horreur du vide. Ils deviennent des proies faciles. Et ce sont ces jeunes-là, malheureusement, ces milliers de jeunes qui erraient dans la nature, qui n'avaient aucun autre espoir, qui, bon, on le disait tantôt, nos États deviennent une proie facile pour ces groupes armés et autres groupes terroristes. Oui, ce qui en appelle en tout cas à un financement aujourd'hui de ces jeunes ou bien des projets de développement pour ces jeunes, une façon de responsabiliser autant pour moi ces jeunes, la responsabilité également, c'est important pour ce qui est des professionnels des médias, surtout en période des conflits, et ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Ibrahima, quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui du traitement fait de l'information fait par les médias lors des conflits ou des tensions? Comment aujourd'hui les médias traitent l'information lors de conflits et autres tensions sur le continent? Alors malheureusement, le traitement de l'information lors de ces conflits, Daouda, pose encore beaucoup d'interrogations, puisque en tant que journaliste, je suis un peu bien placé pour le dire. Souvent, beaucoup de nos confrères ne sont pas assez outillés pour traiter l'information ici de ces zones qui sont en conflit. On se souvient encore, il n'y a pas très longtemps, que certains de nos confrères ont été convoqués à la DIC pour s'expliquer sur certains papiers. Ceci étant, il est important quand même, dans ces genres de situations, qu'il y ait quand même des formations ou alors des renforcements de capacités afin de permettre à ses confrères d'avoir non seulement des éléments de langage, mais d'avoir plus d'outils pour mieux traiter ces informations qui sont destinées à un public sensible. Et ces zones de conflit qui sont souvent à des milliers de kilomètres où se trouve le journaliste qui n'a pas les moyens d'aller sur le terrain, souvent on glane les informations de gauche à droite, de part et d'autre, et il est très difficile de les vérifier sur le terrain. Et ce que l'on voit souvent même, c'est que ces non-médias africains reprennent beaucoup les médias mainstream occidentaux, et en reprenant ces médias-là, ils reprennent également les mêmes éléments de langage. Justement. Et sachant aussi que une bonne partie des médias, je ne dis pas tous les médias, font ce qu'on appelle du soft power. Et si le journaliste n'est pas assez outillé, s'il n'a pas assez de culture générale, il risque de tomber dans un piège
qu'ils ignorent. Donc il est important qu'on sache prendre certaines informations avec des pincettes, qu'on prenne le temps de vérifier, de revérifier, mais aussi d'essayer d'être épaulé par les plus anciens qui sont beaucoup plus expérimentés, qui peuvent nous orienter, nous jeunes journalistes, pour qu'on puisse bien traiter ces informations. Toujours développer cet esprit critique que requiert cette profession-là qui est le journalisme. Mais vous avez abordé un point important sur lequel j'aimerais que l'on reste. Le fait que vous estimez en tout cas que les journalistes ne sont pas assez outillés aujourd'hui pour parler de cette question ou bien de ces questions de défense, paix et sécurité, qu'il serait nécessaire en tout cas de les renforcer sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, cette question, est-ce de la responsabilité, le fait qu'ils ne soient pas assez outillés, est-ce de la responsabilité aujourd'hui des médias concernés ou bien même des journalistes en personne? Alors, bon, la réponse peut être mitigée, puisque le journaliste en personne, il a le devoir d'essayer d'aller vers l'information, mais aussi d'observer quand même une certaine distance par rapport au traitement de l'information. Ça, il y va de la compétence du journaliste lui-même. Garder cette neutralité axiologique là. Par ailleurs, par exemple, le journaliste lui-même, il faut qu'il ait les moyens de pouvoir aller vers l'information, alors de pouvoir y aller pour glaner l'information sur le terrain. Et maintenant, c'est là où se trouve le fond du problème, puisque moi, je me dis souvent que ce n'est pas du tout normal qu'une information émanant de la Guinée-Bissau juste à côté soit copiée de nos médias à partir des médias occidentaux tels que Jeune Afrique ou d'autres médias occidentaux. Alors que la Guinée-Bissau est tout juste à côté. Donc vous voyez que si réellement nous nous attachons à notre métier, nous sommes censés être beaucoup plus proches de la Guinée-Bissau ou de la Gambie que je n'ai rien contre nos confrères occidentaux, hein, ils font du journalisme tout comme nous, mais je me dis que nous devrions être censés être beaucoup plus proches de l'information qu'eux, et nous devrions beaucoup mieux maîtriser le terrain que nos confrères occidentaux. Et cela en appelle à la responsabilité même des médias et surtout dans le financement aujourd'hui de cette recherche médiatique-là ou bien même de ces productions médiatiques, parce que cela demande également des moyens logistiques et financiers de déplacer une équipe d'un pays à l'autre. Et l'Atir Agoré Institute, vous avez d'ailleurs formé un groupe de journalistes sur les questions et les agendas plutôt jeunesse, femmes, paix et sécurité et femmes, paix et sécurité, une façon de promouvoir un journalisme plus responsable, sensible aux questions de paix et sécurité. Qu'est-ce qui est ressorti d'abord globalement aujourd'hui de cet atelier avec ce groupe de journalistes? Bon, avant d'en venir à l'atelier, en fait, le constat qu'on fait, c'est que il y a ce qu'on appelle la guerre des médias. À chaque fois qu'il y a un conflit, vous allez voir des médias qui sont pour une partie et des médias pour l'autre partie. Aujourd'hui, vous regardez les médias occidentaux sur la guerre en Ukraine, il y a un seul point exactement. Ça veut dire que tout est contre Russie, la Russie est mauvaise, la Russie est mauvaise plutôt et l'Ukraine est bon. C'est ça que vous entendez. Vous écoutez une chaîne comme RT, c'est le contraire. Donc pour dire que parfois, il y a une forme de manipulation qui se trouve dans l'information qui est donnée par les journalistes. Et ça dépend aussi donc, de la ligne directrice aussi des médias. Si un média est là pour dépendre... Cela revient au soft power qu'abordait tout à l'heure. Ça revient au soft power dont il a parlé. Et ça, c'est très puissant parce qu'ils sont même dans la propagande parfois. Donc il va falloir maintenant que celui qui écoute puisse savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut traiter comme information. La deuxième chose, c'est que, comme il a dit, nos médias n'ont pas assez de moyens pour pouvoir déployer aujourd'hui des journalistes sur le terrain quand il se passe quelque chose. Par exemple, ce qui s'est passé en Guinée, je suis sûr qu'en ce moment, RFI et France 24 avaient des correspondants en Guinée. Mais est-ce que, par exemple, nos médias locaux avaient des correspondants en Guinée? Certains quand même de nos médias locaux avaient des correspondants dans la mesure où ça avait coïncidé avec l'élection. Donc, il y avait pour la couverture. Mais ni n'était l'élection, est-ce qu'il y aurait... Ça veut dire qu'il y a un problème de moyens qui se pose maintenant. Donc ça aussi, c'est important. Il va falloir maintenant qu'il y ait un journalisme responsable. Vous savez, il est beaucoup plus facile pour nos journalistes d'aggraver une situation conflictuelle que d'essayer de régler le problème. Ça veut dire que s'il y a un journalisme responsable, dans le journalisme responsable, ça veut dire que l'analyse même du journal doit aller au-delà de qui a tort et qui a raison, les conformances des deux personnes. Ça veut dire que tu dois aller dans le sens de pouvoir étayer des informations qui peuvent permettre à celui qui écoute, même s'il n'est pas spécial du domaine, de pouvoir avoir une compréhension beaucoup plus globale. Ça veut dire que tu as un facteur qui essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas une exaspération du conflit un peu partout dans le pays. Et ça, c'est grâce au rôle que vous jouez en tant que journaliste. Maintenant, il va falloir qu'il y ait un journaliste beaucoup plus responsable. Vérifier l'information. Est-ce que l'information que je donne, ça contribue à aggraver ou bien à régler le problème? Même si c'est une information vraie. Dès l'instant où ça contribue à aggraver le problème, il y a un problème qui se pose déjà.
Parce que reporter, c'est bon. Parce que tu dois faire comprendre aux gens ce qu'ils doivent savoir. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que si je donne une information, l'information contribue à aggraver le problème ou bien à régler le problème? Maintenant, il faudra maintenant que le journaliste puisse faire vraiment cet appel à la responsabilité exactement. du journalisme. Maintenant, pour ce qui est de la formation que nous avons fait, il s'est avéré qu'au Sénégal plus particulièrement, les résolutions 2250 et 1325 ne sont pas très connues par les jeunes. Aujourd'hui, vous allez à l'université, vous demandez à n'importe quel jeune, c'est quoi la 2250? Je ne sais pas. Vous allez au marché, même des femmes qui ont été à l'école, qui ont eu le bac ou bien le bac plus 4, c'est quoi le 1325? Elles ne connaissent pas. Donc il va falloir maintenant qu'on essaie de voir comment est-ce que les médias puissent contribuer déjà à faire la sensibilisation par rapport à ces résolutions 1325 et 2250. Et au-delà de ça, tout ce qui concerne maintenant ces piliers, les 5 piliers de la résolution 2250, comment est-ce qu'on peut promouvoir maintenant ces piliers-là à travers les médias? Les piliers de la résolution, les 4 piliers de la résolution 1325, comment est-ce qu'on peut promouvoir ces piliers à travers les médias? C'était ça l'objectif de l'atelier. Au-delà de ça aussi, il y a les reportages responsables aussi sensibles au conflit. Comment est-ce qu'on peut tenir un reportage sensible au conflit? Il y a une situation conflictuelle qui se pose. Comment est-ce que tu peux faire un reportage, mais tout en tenant en compte maintenant ces aspects qui sont sensibles. Sans exacerber ce conflit. Sans exacerber le conflit, tout en faisant de sorte que celui qui écoute puisse comprendre le conflit, mais ne puisse pas, parce qu'il y a une forme de reportage, si vous le faites, celui qui écoute automatiquement c'est la haine. Ah, il a dit ça. Parce que c'est ça aussi qu'il faut éviter. Ça veut dire que vous passez une information, si c'est un média très écouté, si vous êtes un média très suivi, vous passez une information, mais ça peut faire des dégâts. Avant que vous puissiez revenir sur ça pour dire que ce que vous avez dit, c'était pas. Mais il y a les conséquences qui se posent. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire la triangulation, essayer de vérifier la bonne information. Même si l'information est bonne et qu'elle est dangereuse, je pense qu'il faut avoir beaucoup de retenue aussi. D'ailleurs, il existe dans notre jargon ce qu'on appelle également l'autocensure. Un journaliste peut être appelé aujourd'hui à s'autocensurer par rapport à une information qui peut-être peut être d'intérêt, mais aujourd'hui ne juge pas, que le journaliste ne juge pas nécessaire de publier au vu aujourd'hui des conséquences que peut avoir cette publication-là de cette information. Et Ibrahima, il y a le réseau également des journalistes pour la paix et la sécurité, dont le siège est à Abidjan, qui a été porté sur les fonds baptismaux en 2007. Quel rôle aujourd'hui peut jouer une telle structure des réseaux aujourd'hui de journalistes sur les questions de paix et sécurité dans le renforcement des capacités, puisque vous l'aviez dit dès le début que les journalistes ne sont pas bien outillés. Aujourd'hui, à travers des réseaux et autres organisations comme celle de l'ATIR aujourd'hui, des organisations de la société civile, quel rôle aujourd'hui est-ce qu'ils peuvent jouer, surtout dans le renforcement des capacités des journalistes sur ces questions-là? Un rôle important, par exemple la spécialisation. Il faut inciter les journalistes à se spécialiser, puisqu'on ne peut pas être généraliste en tout, spécialiste en rien. Il faut qu'on tend vers ça. Dans les rédactions, il y avait des desks, mais cela tend à disparaître. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, vouloir traiter une question sur laquelle on n'a pas assez d'outils, on n'a pas assez d'éléments de langage, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Surtout s'il s'agit de conflits, là, il est très facilement vous déraper. Surtout dans un monde où nous sommes face à des médias où c'est la course à l'information, c'est la course au scoop, c'est la course à l'exclusivité. Donc, vous voyez et on le voit, ce dont vous parlez, on le voit très souvent en période préélectorale en Afrique. Dans nos pays, on le voit très souvent en période préélectorale. Voilà, justement, vous voyez. Et donc, surtout lors des manifestations aujourd'hui qu'il y a dans ces pays-là. Et donc, on dérape très rapidement à une désinformation qui peut causer des dégâts énormes dont on ne pourra pas maîtriser malheureusement. Et donc, surtout aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous faisons face à un changement de paradigme qui ne facilite pas du tout la tâche. Et donc, ce sont de nouveaux outils que des structures telles que le réseau dont vous venez de parler doivent prendre en compte, doivent inclure dans le renforcement des capacités et faire comprendre à ces professionnels de l'information que vous êtes différent de cet amateur qui est derrière son clavier dans sa chambre ou alors à l'autre bout du monde et qui fait ce qu'on appelle de la désinformation et qu'on appelle peut-être influenceur ou qu'on appelle producteur de contenu ou je ne sais pas quoi. Donc, le journaliste doit se démarquer de manière responsable et cette responsabilité aussi peut être inclue dans les programmes de ce réseau pour que les journalistes puissent faire un travail remarquable qui va se démarquer. Et si l'on reste avec ce point que vous êtes en train d'aborder, quel impact aujourd'hui peut avoir donc ce traitement de l'information dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale, dans la manière dont l'information est traitée?
Alors, il peut avoir un impact très important, Latir le disait tout à l'heure, puisque si on se souvient dans le passé, on l'a appris dans Histoire et connaissance des médias ont créé des conflits qui malheureusement ont été vraiment regrettés par toute l'humanité. Bon, on se souvient. D'ailleurs, l'exemple tristement célèbre, c'est l'exemple de la radio-télévision des Mille Collines, vous voyez. Et donc, ce sont des cas d'école qu'on apprend encore aujourd'hui dans les écoles de journalisme et qui doit encore continuer à nous servir et à nous apprendre. Malheureusement, on a l'impression que les reporters oublient très vite. Et ce n'est pas bien d'oublier si rapidement ces dérapages qui ont conduit malheureusement à ces bêtises humaines. Et aujourd'hui, si on arrive vraiment à être outillé, comme on l'a dit tout à l'heure, si on arrive à recadrer, et les anciens aussi qui ont l'habitude de bouder les rédactions, ce sont autant de conséquences qu'on vit aussi, puisque s'il n'y a plus d'encadrement au sein des rédactions, mais s'il n'y a que des jeunes qui sont inexpérimentés dans les rédactions, parce que vous le savez tous, on s'auto-censure, mais aussi à l'interne, on se censure. Un journaliste, quoi qu'il en soit, il est appelé à être corrigé par ses pairs, d'où le tribunal des pairs qu'on a au Sénégal. Et ce sont autant d'outils qui doivent être activés pour que les journalistes sachent qu'ils ne sont pas en roue libre. Il y a des mécanismes qui les surveillent, qui les recadrent, qui les remettent sur le droit chemin. Et tant qu'on n'en arrive pas à ce stade-là, il y aura toujours des dérapages malheureusement. Et autant d'outils en tout cas qui en appellent à la responsabilité et même à l'honnêteté intellectuelle de ces professionnels des médias dans la pratique de leur profession. Et Latir, vous, en tant qu'acteur de la société civile, quelle lecture faites-vous aujourd'hui du rôle de ces médias lors des conflits en Afrique? Selon vous, est-ce aujourd'hui des acteurs qui contribuent à exacerber ces conflits ou est-ce aujourd'hui des vecteurs de paix également lors de ces conflits? Vous savez, on a un programme qui s'appelle Médias, Paix et Sécurité. Vous savez, les médias jouent un rôle très important dans les conflits, quel que soit le conflit. Déjà, le fait de véhiculer l'information, déjà, si ce n'est pas de manière responsable, c'est un problème qui se pose. Aujourd'hui, dans tous les conflits auxquels nous faisons face aujourd'hui, malheureusement, dans certains pays, les médias sont censurés pour avoir donné une information sûre. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sahel, l'espace civique est tellement fermé que les journalistes, il y a combien de médias qui ont été soit censurés, soit exilés, fermés donc, au Sahel, parce qu'ils auraient donné une information sur une situation conflictuelle bien déterminée. Même si l'information est bonne, à tort ou à raison, en tout cas, ils sont censurés. Pour dire que c'est capital d'avoir les médias dans les conflits. Aujourd'hui, ce qui se passe au nord du Mali, où même les médias français n'ont pas accès, parfois c'est des médias locaux qui sont là, qui fournissent ces informations-là. Et parfois, les informations peuvent être d'une sensibilité telle que l'État peut décider de les censurer, pour dire qu'ils jouent un rôle important. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, vous avez l'exemple des Mille Collines, c'est une évidence. Et malheureusement, dans nos médias, ils ont des lignes directrices qui suivent. Ça veut dire que si, par exemple, il y a un ami qui me disait, c'est une anecdote, il me dit au Sénégal, si tu veux savoir, bon c'est il y a quelques années bien sûr, il me dit, si tu regardes Walfadjri, tu as l'impression que rien ne marche. Tu regardes la RTS, tu as l'impression que tout marche. Maintenant, il va falloir... Walfadjri, c'est une chaîne privée. Exactement, vous voyez. La RTS, c'est la chaîne de télévision. Exactement, vous voyez. Donc pour dire que parfois, ils ont des lignes éditoriales qui font que, voilà, ils ont soit X, soit Y, mais... Pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème qui se pose, c'est que quand on a l'information, il faut donner une bonne information. Une information qui construit à un peu promouvoir la paix. Je pense que c'est ça qui est important. Donner une information, c'est vrai. Aujourd'hui, les médias, de manière générale, moi, je pense qu'ils contribuent un peu à renforcer ça. Mais ça, c'est à condition que, comme il l'a dit, qu'il y ait au moins des spécialisations ou bien des renforcements de capacités. Pas formation parce qu'ils ont été formés. Maintenant, ils n'ont pas été formés sur les questions spécifiquement liées au conflit ou à la sécurité. Il va falloir maintenant que le journaliste en tant que tel, soit c'est le responsable du journaliste, parce que quand tu es journaliste, je pense qu'aujourd'hui, si toi tu t'es spécialisé sur les questions géopolitiques, c'est pas tu es allé faire des recherches, tu es allé faire des études, etc. dans ce sens. Il va falloir maintenant que les journalistes eux-mêmes prennent cette responsabilité d'aller se faire former. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'au sein des médias même, ça veut dire que si tu as un média, tu traites des questions liées à la paix et à la sécurité, il va falloir maintenant que tu essaies de voir comment tu peux renforcer les capacités donc, de tes journalistes qui sont dans votre média. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que ces organismes-là, comme la Convention des jeunes reporters, ils doivent aussi renforcer les capacités des journalistes sur ces questions-là.
je pense que le problème de la formation se pose. Parce que parfois il ne faut pas extraire de ne pas donner une bonne information, c'est l'ignorance. Et c'est la méconnaissance. Ça veut dire que s'ils ont la capacité de renforcer en ce sens, je pense qu'ils peuvent faire donc, de meilleurs reportages qui contribuent à renforcer la paix et la sécurité plutôt qu'à désacérber un peu le conflit. L'intérêt en tout cas de davantage renforcer les capacités. Je pense que c'est en ce sens-là qu'on a... Et j'aimerais qu'on reste avec le Sahel que vous avez abordé ou bien dont vous avez parlé tout à l'heure par rapport à cette situation sécuritaire au Sahel. Quelle contribution aujourd'hui des médias dans la prévention surtout de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme, puisque ce sont les situations que vivent ces pays-là aujourd'hui, l'extrémisme violent et le terrorisme. Quelle contribution aujourd'hui des médias face à cette situation sécuritaire? Aujourd'hui... Malgré en tout cas cette restriction, comme vous l'avez rappelé, de l'espace civique. Oui, il y a une restriction de l'espace civique, c'est une évidence. Mais ça ne doit pas être une cause pour que les médias puissent arrêter. On ne peut pas arrêter le journalisme. Quelle que soit la situation, aujourd'hui, combien de journalistes sont morts à Gaza? Parce qu'ils faisaient le travail, parce que c'est de leur responsabilité de donner l'information. Donc c'est le cas au Sahel. Aujourd'hui, malheureusement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de médias qui ont été formés pour d'abord donner des informations, à tort ou à raison en tout cas, sur une situation, et ils ont été fermés. Ça n'empêche pas aux journalistes de pouvoir continuer le travail. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les médias au Sahel, qui travaillent sur ces questions-là, sont en train de donner des informations. Maintenant, l'accès à l'information déjà est un problème, parce qu'il y a des informations dont on ne peut pas avoir accès. Malheureusement, comme il l'a dit, parfois c'est dans des zones où il y a des films qui sont faits et des médias locaux se développent, ils n'ont pas cette possibilité-là de se faire entendre à travers le monde, qui véhiculent certaines informations-là. Et ça, c'est des informations qui peuvent être exploitées aussi par d'autres journalistes à un niveau beaucoup plus macro pour pouvoir le véhiculer à travers le monde. Parce que quoi qu'on dise, ces journalistes n'ont pas accès à certaines zones où se passent vraiment les problèmes, où se passe l'insécurité. Aujourd'hui, il y a Human Rights Watch qui fait des rapports qui dit que l'armée malienne et ses supplétifs de Africa Corps sont en train de violer les droits de l'homme dans ces pays-là. L'armée malienne dit que ce n'est pas vrai. Mais quoi qu'on dise, c'est qu'actuellement, il y a des situations qui se passent. Il va falloir maintenant qu'on fasse comprendre aux gens ce qui se passe là-bas. Malheureusement, on ne le connaît pas. Parfois, on voit des vidéos qui circulent sur des gens qui ont été filmés, qui ont été tués. On dit que la vidéo elle est récente, la vidéo date de 2 ans, de 3 ans. Parfois, il y a une désinformation sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Et maintenant, il va falloir maintenant qu'on essaie de voir comment est-ce que, au-delà même de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, comme il a dit, les influenceurs qui partagent, qui cliquent, qui aiment, qui font des choses, donner la bonne information et la traiter de sorte à pouvoir vraiment donc pousser un peu... Et surtout sur ce point que vous appelez, que vous abordez en tout cas, ces localités qui sont assez lointaines où peut-être il n'y a que des médias communautaires. J'aimerais qu'on reste sur ce point. Aujourd'hui, par rapport à ces médias communautaires qui peut-être sont plus proches de ces zones de conflit, est-ce que cela n'en appelle pas également à davantage former ces acteurs communautaires et autres médias, en tout cas communautaires, qui sont au cœur de ce conflit-là, dans des zones où aujourd'hui les médias nationaux ou autres médias étrangers n'ont pas accès, pour leur permettre en tout cas de mieux pouvoir véhiculer ces informations-là afin que peut-être d'autres confrères et consoeurs puissent reprendre pour véhiculer à une surface plus large? Oui, par rapport à ces médias communautaires, Daouda, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces médias communautaires n'ont pas les mêmes prérogatives que les médias qu'on appelle entre guillemets commerciaux. Ils n'ont pas les mêmes cahiers de charges. Tout à fait. Et donc, mais au moins, ce sont les médias dans leur cahier de charge, oui, ils relatent également la vie de ces communautés. Bien et sûr. Ces communautés font face à l'extrémisme violent. Il arrive même qu'ils traitent de l'information qui n'est pas de leur ressort. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de vides juridiques, si je peux le dire ainsi, d'un média à l'autre. Et donc, souvent, il y a des professionnels des médias, que je n'appelle pas forcément journalistes, qui souvent oublient quand même qu'ils ont des limites par rapport au traitement de l'information. C'est ce qui aggrave souvent les situations. Et donc, dans ces zones très très reculées, lorsque les médias communautaires étaient admis dans ces zones-là, c'était pour d'autres objectifs beaucoup plus précis par rapport à l'élevage, à l'agriculture, à la pêche, pour ces espaces qui sont loin des zones urbaines, pour que ces derniers puissent s'approprier aussi de certaines informations, la sensibilisation sur certaines pandémies, certaines maladies, entre autres. Mais malheureusement, ces objectifs ont été dévoyés. Et aujourd'hui, Latir l'a dit, vous prenez l'exemple du Mali, par exemple, pour ne pas le citer. Donc, vous avez l'impression qu'il y a une volonté de musellement des médias privés surtout. Bon, hier ou avant-hier, j'ai eu l'information sur laquelle il y a un média de l'AES qui a été créé dans cet espace. Une radio de l'AES. Voilà, pour sensibiliser ou donner de la bonne information par rapport au conflit dans ces zones-là. Mais
si vous confiez ces tâches-là à des professionnels, il le disait tantôt, par exemple, prenez l'exemple d'un média d'État. Le média d'État, il a sa ligne éditoriale. C'est un média institutionnel. Il donne de l'information institutionnelle qui émane directement de l'État. Mais cela se comprend aussi quand il s'agit aujourd'hui d'un média d'État ou bien un média privé qui carrément a tracé sa ligne éditoriale. Mais j'aimerais qu'on reste sur un point bien précis. Vous avez abordé la question de la ligne éditoriale, Latir l'a abordé également, mais cette question de la ligne éditoriale aujourd'hui, tous les professionnels, surtout les journalistes qui travaillent dans un média bien défini, doivent connaître cette ligne éditoriale-là. Vous, en tant que journaliste, dans les médias que vous avez eu à fréquenter, était-ce le cas? Étiez-vous au courant ou bien est-ce qu'on vous a fait clairement savoir que telle est la ligne éditoriale de ce média dans lequel vous êtes? Pas forcément. C'est moi-même personnellement qui me suis efforcé à comprendre la ligne éditoriale. Est-ce que ce n'est pas là le problème? C'est un gros problème. Cette méconnaissance de la ligne éditoriale par le professionnel qui bosse. C'est un gros problème parce que vous-même, vous êtes censé savoir que les rédactions aussi sont les parents pauvres de nos organes de presse. Tout à fait. Ça aussi, il faut le dire. Et donc, le patron de presse, lui, souvent, c'est un homme d'affaires ou c'est un businessman ou c'est un homme politique qui n'en a cure de l'éthique et de la déontologie. Ce qui l'intéresse, lui, c'est qu'il a une grosse boîte. Il espère quand même avoir tiré profit des retombées publicitaires. Et donc, vous voyez qu'il y a une clause de conscience aussi qui s'annonce dans ces cas de figure. Le journaliste qui s'inquiète plus sur l'éthique et la déontologie, mais n'est pas au même niveau, ne parle pas le même langage que ce patron de presse qui est un homme d'affaires, par exemple, ou un homme politique. Vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres qui voilà, dans ce domaine-là. Et donc, cette ligne éditoriale, par exemple, souvent, très souvent, comme vous le dites, est complètement ignorée par les reporters. Bon, on comprend aussi, parce que les organes de presse, certains, pas tous quand même, ne sont autres que des moyens de pression pour permettre à cet homme d'affaires aussi. Et cela est un réel problème, voilà, quand même, de travailler dans un média et de connaître également la ligne éditoriale justement de ce média-là. Et Latir, comment veiller, selon vous, à promouvoir ce journalisme responsable dont on parle depuis tout à l'heure, un journalisme responsable et vecteur de paix sur le continent? En parlant des médias locaux, je pense les médias communautaires. Les communautaires plutôt, il a parfaitement raison. Vous savez, parfois il y a une certaine propagande aussi avec ces médias-là. Parce que ces médias-là, c'est des radios communautaires qui appartiennent à des personnes qui sont dans la communauté. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sahel, c'est que les Peuls sont pris pour cible. Parce qu'on dit que c'est les Peuls les djihadistes. Et il y a des radios communautaires qui promouvent ça, qui disent que les Peuls, c'est eux qui tuent les terroristes, il faut les tuer, il faut les massacrer. En termes de médias, ce sont les choses à ne pas faire. Exactement, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, ces médias-là aussi, peut-être ce n'est pas de leur ressort de fournir des informations qui permettent de prendre pour cible une certaine communauté. Vous voyez, donc ça aussi c'est une réalité, donc je pense que ça donne raison. Et l'intérêt de renforcer les capacités de ces médias communautaires. Maintenant, les réseaux communautaires là qui sont même au cœur de ces problèmes-là, il va falloir maintenant qu'on essaie de voir comment renforcer les capacités en ce sens. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que on prend des journalistes qui sont à Bamako, qui sont à Ouaga, c'est à eux dont on renforce les capacités. Et pourtant, c'est des journalistes qui n'ont jamais vu un fusil, qui prennent l'information de là comme ils peuvent et qui reportent. Maintenant, ceux qui sont au cœur même de l'action, on les ignore parfois et on les oublie. Alors que c'est eux qui doivent être plus sensibilisés parce que c'est eux qui fournissent les informations à ces gens qui sont dans ces zones-là. Par exemple, tu as un correspondant aujourd'hui qui est en Casamance, qui est dans une zone très conflictogène. Mais quand on doit renforcer la capacité du média, c'est le Red Chef ou bien un journaliste qui vient, qui s'assoit et puis qui... Alors que c'est lui-même qui est sur le champ qu'on doit appeler et renforcer sa capacité. Parce que c'est lui qui donne l'information à la rédaction. Et je vais vous interpeller sur un point, Latir, avant que l'on termine. La question de la désinformation. Vous aidez la manipulation. Vous parliez de cela depuis tout à l'heure. Il y a d'ailleurs le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique qui a rappelé que depuis 2022, les campagnes de désinformation visant à manipuler les systèmes d'information africains ont quasiment quadruplé. Quelles conséquences aujourd'hui de cette désinformation sur la paix et la stabilité, plus particulièrement dans cette zone Sahel dont on parle depuis tout à l'heure? Vous savez, la prérogative qu'ont les médias, c'est qu'ils ne vous donnent pas l'information que vous devez avoir. Ils vous donnent l'information qu'eux, ils veulent que vous ayez. C'est ça. Ça veut dire que tu dis que je veux savoir ça sur le conflit. Non, ce n'est pas ça qui les intéresse. Mais ce qu'eux veulent que tu saches, c'est ça qui les intéresse. Pourvu qu'ils déforment l'information, malheureusement. Et parfois, c'est des propagandes qui se font. Aujourd'hui, il y a une télé qui fait une émission sur des informations qui ont été véhiculées à travers le monde, partagées des millions de fois et qui ne sont pas avérées. Et pourtant, parfois, c'est des journalistes connus, c'est des médias connus qui partagent ces informations-là.
qui ne prennent même pas la peine de vérifier et aller au-delà même de savoir si c'est vrai ou pas. Et c'est là qu'on davantage la désinformation. Pour moi, la désinformation. Vous savez, quand tu veux être le premier à partager une information, ça veut dire que tu as une information que tu ne vérifies même pas. La dernière fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un communiqué qui dit que l'AES va quitter l'UEMOA, ils vont créer leur propre monnaie. Et il y a une personne qui m'a montré ça, et les mêmes directeurs de structure, un très truc, il m'a dit, ah, l'AES, j'ai dit, ah. Quand j'ai pris, je suis allé taper sur Internet, comme ça, juste curieusement, je vois ça nulle part. Je change de moteur de recherche, je tape, je ne vois pas. Je dis, est-ce que l'information est avérée? Non, tu regardes, c'est bien le truc. Ça veut dire que le communiqué est tellement... bien fait. Exactement. Et pourtant, il a dit non, j'ai pris ça de tel truc. Cela en appelle à une chose très importante, Latir, c'est un retour aujourd'hui aux sources et aux fondamentaux aujourd'hui de cette profession qui est le journalisme. Surtout la vérification de l'information. C'est là où je voulais en venir, puisque la base même aujourd'hui de cette profession qui est le journalisme, c'est la vérification aujourd'hui de l'information avant de la publier. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Dr Latir Tine, docteur en sciences politiques et chercheur en paix et sécurité. Toujours un plaisir, Latir, de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est pour moi, mon ami. Un plaisir également, Ibrahima Kamara, journaliste spécialisé en relations internationales. Merci également pour cette disponibilité renouvelée. C'est moi qui vous remercie, Daouda. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.